Deuxièmement, ceux qui ont imposé au Mali cette situation, les acteurs du complot. J'ai vu récemment un général à la retraite français qui a parlé. Tout le monde s'est ému au Mali, il y a des politiciens qui se sont mis à le critiquer. Mais ces politiciens, pourquoi ils n'ont pas parlé lorsque des officiels français ont parlé? Alain Juppé, c'était le ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy. Nous, on a été fouillés dans les archives. Il a dit qu'il est venu ici, sa dernière mission en Afrique, il est venu en 2012, pour dire à ATT il faut donner l'autonomie aux Touaregs. Ce que je vous dis est documenté. Hein. Moi, je ne fais pas de la propagande ou de la diffamation. C'est documenté. Il est venu dire à ATT de donner l'autonomie aux Touaregs. Quels Touaregs? Les gens qu'ils ont amenés de Libye. Quand le ministre des Affaires étrangères de Russie lui a dit, mais il a dit à Laurent Fabius après, mais les gens qui terrorisent les Maliens, c'est ce que vous avez amené de Libye après avoir cassé la Libye. Il dit, ah, vous savez, c'est la vie. Ça, c'est documenté. C'est la vie. Vous amenez le malheur dans notre pays et vous dites que c'est la vie. Elisabeth Guigou, c'est la présidente de la commission des affaires étrangères. Elle est socialiste, elle n'est pas du droit. Il a une citation que j'ai dans mon livre. Elle dit qu'il faut mettre un plan d'autonomie du nord du Mali. Jean-Yves Le Drian était ministre de la Défense. Quand on a signé l'accord d'Alger le 15 mai, le lendemain, il a donné une interview sur RFI. Il dit que les gens du nord et du sud ont tout fait pour vivre ensemble. Ils ne peuvent pas vivre ensemble. Ça, c'est des officiels. Donc, la stratégie de préparer l'opinion nationale et internationale à la partition du Mali est orchestrée. Qu'est-ce que nos dirigeants disent? Ils se taisent. Pendant ce moment, on les flatte, le Mali, l'exemple de la démocratie, on parle le latin, le grec pour nous impressionner, pour dire qu'on connaît l'histoire de la France. C'est là qu'il faut protester. On dit le Mali, c'est la grande croissance économique. On est en train de nous tuer. On mange la croissance. La résolution des Nations Unies 2085, qui a été votée le 12 décembre 2012, à la demande du gouvernement malien qui a introduit une demande en septembre 2012 à l'ONU, à travers l'Union africaine, pour demander une intervention étrangère. Ils ont créé la MISMA, avec une force d'attente de 3000 hommes, où les Africains devenaient se donner la main pour libérer le Mali. Qui les a empêchés? Le premier qui a protesté, c'est le ministre français des Affaires étrangères. Alain Juppé, il dit que 3000 hommes, c'est trop par rapport à 500 indépendantistes. On a saboté la MISMA, on a saboté la force d'attente. Lorsque l'échec était devenu patent, on a créé la MINUSMA, avec la résolution 2100 d'avril 2013. On a créé la MINUSMA. Ce qu'on a refusé de donner à la MISMA, on a transféré à la MINUSMA. À la place de la force d'attente, on a mené les forces étrangères sur notre territoire. La lettre que le gouvernement malien a adressée aux Français, ou qu'ils ont fait écrire au gouvernement malien pour demander l'intervention, le gouvernement malien a demandé une intervention aérienne et en information, pas de force au sol. C'est les soldats maliens qu'on fait passer pour des fuyards, qui ont libéré Konna, qui ont fait le corps à corps à Tombouctou. Ils l'ont fait à Gaou. Ils étaient en train de rentrer à Kidal quand on les a arrêtés à Néfis. On va applaudir Mme Nema Sagara, elle est dans la salle. On a interdit à notre armée de rentrer à Kidal. Pour faire quoi? Pour retourner à une convention qui a été signée entre la France et les Ifoghas le 15 septembre 1907, la convention de Bourem, qui dit quoi? L'Adra des Ifoghas appartient désormais aux Ifoghas et à ceux qu'il plaira aux Français d'y installer. 15 septembre 1907, pendant la pénétration coloniale. Donc, à partir d'Anéfis, on a interdit à l'armée malienne de rentrer à Kidal. On a mené quoi? Les Français, 4 000 personnes, dans le cadre de l'opération Serval, sont venus à Kidal, avec un budget d'1 milliard de francs CFA par jour. On a fait venir les Tchadiens, on a fait venir les autres forces de la CEDEAO. L'armée malienne, non. Nicolas Normand, bonjour. Bonjour.
Pourquoi dites-vous que la France a manqué l'occasion, en 2013, de neutraliser, de désarmer tous les groupes armés du Nord Mali? Pourquoi dites-vous qu'elle a ajouté du désordre au désordre? Effectivement, je suis assez critique sur cette opération. Sur le principe, l'opération Serval de janvier 2013 était une excellente opération, c'est-à-dire il fallait empêcher les différents groupes djihadistes réunis de déferler vers le sud, éventuellement vers Bamako. Le problème, c'est que la France a cru ensuite distinguer des bons et des mauvais groupes armés. Certains qui étaient perçus comme politiques et d'autres qui étaient perçus comme terroristes. Et l'armée française est allée rechercher ce groupe, c'était le MNLA à l'époque, ces séparatistes Touaregs, d'une tribu particulière qui était minoritaire au sein même des Touaregs, les Iforas. Et ce groupe, on est allé le chercher et on lui a donné la ville de Kidal. Et ensuite, ultérieurement, il y a eu les accords d'Alger qui mettent sur une sorte de piédestal ces séparatistes à égalité en quelque sorte avec l'État. Alors ça, c'est une erreur importante. Alors, vous constatez comme tout le monde que l'accord d'Alger de 2015 n'est pas appliqué, notamment au niveau du désarmement. Et vous dites que les groupes Touareg Iforas, qui contrôlent la ville de Kidal notamment, ont intérêt à ce qu'il ne soit pas appliqué, ont intérêt au statu quo, et que c'est l'une des raisons pour lesquelles, dans les zones qu'ils contrôlent, eh bien, l'année dernière, ils ont fait voter massivement pour la reconduction du président Ibeka. Alors effectivement, les groupes ex-rebelles signataires de l'accord d'Alger ne sont pas mécontents des lenteurs de l'application de l'accord d'Alger. Le problème de cet accord, si vous voulez, c'est qu'il est un peu signé avec des seconds couteaux quand même, c'est-à-dire des séparatistes et des groupes, curieusement, anti-séparatistes pro-Bamako, qui sont quand même des groupes armés. En fait, c'était des rivalités inter-Touareg au départ, entre les Iforas nobles et le tiers-état Touareg qu'on appelle les Imrad. Les Imrad, ce tiers-état, étaient pro-Bamako pour résister au pouvoir féodal de la noblesse Iforas, qui elle était séparatiste en bonne partie pour pouvoir résister elle-même à la démocratisation, au pouvoir du nombre et au pouvoir de l'égalité de statut entre les nobles et le tiers-état. Donc je pense que la rébellion Touareg était avant tout une défense de privilèges féodaux d'une minorité de Touareg dans la région de Kidal. Le problème est gouvernance que les séparatistes sont toujours avancés. Ça, c'est le seul argument qui est recevable. Mais la mauvaise gouvernance, c'est pas seulement les Maliens du Sud, c'est les Maliens du Nord. L'argent qui a été investi par milliards dans le Nord, où sont les puits, où sont les centres de santé, où sont les forages? Rien. C'est des ressortissants du Nord qui dirigeaient ces institutions. Donc, on a refusé de tenir le discours de la vérité. On a refusé de faire le bon diagnostic. On a pris les arguments des séparatistes et de leurs alliés pour essayer de construire la paix. Mais vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas construire la paix comme ça. Il faut, c'est pourquoi j'ai dit qu'aujourd'hui, ce que le gouvernement doit faire, c'est d'abord tenir le discours de la vérité aux Maliens. Deuxièmement, il faut s'assumer. Il faut que les séparatistes abandonnent leur projet de partition du Mali. Parce qu'ils n'ont pas un autre pays. S'ils divisent le Mali, Dieu nous engage, ça va être comme le Soudan du Sud. Ils vont commencer à se tuer. Parce qu'en vérité, il y a une aristocratie au nord qui ne veut pas du jeu démocratique, qui veut continuer une minorité à s'imposer aux autres Touaregs. L'actuel ministre de l'Artisanat, Nina Walete Intalou, elle a été élue maire à Kidal en 2004. Ils ont refusé qu'elle s'installe et le pouvoir a accepté. Mais les Maliens n'en parlent pas. Pourtant, on nous dit qu'on parle de démocratie. Donc, il faut que les Maliens, on leur dise la vérité. Il faut dire la vérité à la communauté internationale. On est en train d'organiser la partition du Mali. Et les dirigeants maliens sont ceux à qui les Maliens doivent s'en prendre. Je reviens là-dessus. Je souhaite que le représentant de la SEMA nous dise qu'est-ce qui a été ajouté le 20 juin. Parce que c'est à partir de là qu'on peut comprendre beaucoup de choses. Un. Deuxièmement, vous savez, il y a eu des erreurs dès le départ. Dans le processus de négociation d'Alger, on a confondu souvent du côté du gouvernement la quantité et la qualité. Il faut les jeunes, il faut les femmes, il faut... Une négociation, c'est une question de spécialistes. Ce n'est pas une question de représentation de la société.
vous avez des hauts cadres, des historiens, des administrateurs, des hommes qui connaissent l'appareil, ceux qui vont négocier. Ça n'est pas de remplir les avions pour aller dire qu'on va représenter toutes les populations là-bas. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas eu d'entente sur les concepts et les définitions dès le départ. Or, un accord politique comme celui-là, il faut que dès le départ, on s'entend sur tous les concepts et les définitions. C'est parce que cela n'a pas été fait que c'est maintenant qu'on est en train de discuter l'Azawad. Est-ce qu'on est d'accord, est-ce qu'on n'est pas? Il fallait le clarifier dès le départ. Ça n'a pas été fait. Maintenant, vous savez, l'accord au début, c'est effectivement un accord de paix. Donc, c'est un outil de construction de la paix. Ce n'est pas quelque chose de figé. Les Maliens ont adhéré, dans leur grande majorité, la majorité silencieuse des Maliens, y avait adhéré dans l'espoir que ça va ramener la paix. Mais le problème, c'est que 5 ans après, la paix n'est pas revenue. Mais vous avez un malade, vous lui prescrivez une ordonnance, vous commencez à le traiter. C'est prévu qu'il soit guéri dans 2 semaines. Dans le cas d'espèce, on a dit dans 2 ans. 4 semaines après, il continue toujours à s'aggraver. D'autres maladies éclatent dans son corps. Mais vous arrêtez le traitement ou le médecin le modifie. Depuis 4 ans, on est en train d'appliquer l'accord. Au moment où on signait l'accord, la crise était à Kidal. Il est venu à Gao, à Tombouctou. Aujourd'hui, c'est au centre qu'on est en train de se tuer. En 2014, moi, j'ai pris ma voiture ici. J'étais jusque chez moi au nord. J'ai traversé tout le pays. Mais aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Mais on continue toujours. L'accord. Il faut sortir du fétichisme de l'accord. Le Coran et la Bible sont les livres saints qu'on ne modifie pas. Il n'y a rien d'autre qui ne peut pas être modifié. Même les Nations Unies, la Charte des Nations Unies, on la modifie souvent. Les constitutions des États, on les modifie. Et donc, pour moi, s'il y a la volonté aujourd'hui d'aller de l'avant, il faut qu'on s'assoie, qu'on s'interroge. Et c'est là où je vous rejoins. On n'a pas besoin de la communauté internationale entre nous frères pour nous asseoir et nous dire un certain nombre de choses. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais je vous dis qu'il y a des insuffisances souvent qui viennent des 3 acteurs. Vous savez, il y a 3 acteurs dans cette affaire. Vous avez les mouvements armés, la communauté internationale, le gouvernement. La réalité, c'est que la plupart de ces acteurs n'ont pas joué le rôle que le peuple malien attendait d'eux. Le gouvernement, par exemple, je vous dis au moment de la préparation de la conférence d'entente nationale, c'est dans les TDR élaborés par le gouvernement qu'on a glissé les termes politiques et historiques concernant l'Azawad. Dans l'accord, ça n'existait pas. On a parlé de mémoriel, de culturel, ainsi de suite. Donc on a glissé le verre dans le fruit historique et politique. C'est le gouvernement qui a ajouté ça au TDR de la conférence d'entente nationale. C'est le gouvernement qui a fait des combinaisons souvent avec les mouvements pour faire des choses en interprétant de façon abusive l'accord. Vous avez les mouvements aussi dont certains ne jouent pas le jeu. Moi, je suis très heureux que mon frère Acharatman, Moussa Acharatman, affirme aujourd'hui, vous avez vu les applaudissements qu'il a eu dans la salle? Vous savez, dans la vie, se tromper, ce n'est pas ce qui est grave. C'est persister dans l'erreur qui est grave. Aujourd'hui, nous devons comprendre tous, on a tous une part de responsabilité dans ce qui est arrivé. Retrouvons-nous pour que ces populations qui sont dans les camps de réfugiés, qui meurent, au nom desquels chacun dit qu'il parle alors que personne ne l'a mandaté, qu'elles aspirent à la paix finalement. Merci. Que ces populations puissent revenir. Donc c'est ça, moi, mon avis. Pour moi, il faut aujourd'hui que les Maliens aient le courage de s'asseoir et de se parler et de nous donner la main pour avancer. Mais que chacun joue le jeu. J'ai dit ce que le gouvernement souvent fait des erreurs. La communauté internationale, on la remercie pour tout ce qu'elle a fait, mais souvent elle ne joue pas toujours les jeux. Tout le monde dit aujourd'hui qu'il y a un sanctuaire, il y a un lieu d'où partent les problèmes aujourd'hui. Oui, mais pourquoi ne pas aller là-bas? C'est Kidal, c'est la communauté internationale, nous aurons certainement les mouvements armés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président du Niger qui l'a dit hier. Nous aurons certainement avant lui, le commandant en chef de Barkhane, le 17 novembre 2017,
l'a dit à la maison de la presse dans une conférence de presse. Il dit qu'il y a des mouvements signataires de l'accord qui sont le jour dans l'accord, la nuit ils sont avec les mouvements terroristes. Il faut que ça aussi, on se le dise et qu'on arrête. Voilà pourquoi on n'avance pas. Et ça, il faut qu'on se le dise. C'est la seule façon d'avancer. Parce qu'au finish, les grands perdants, c'est nos populations. Les grands perdants, c'est certains d'entre nous. C'est un combat qui n'en vaut pas la peine. Parce qu'en réalité, l'objectif stratégique, c'est la déstabilisation de notre pays. Chaque fois, ces projets sont venus de l'extérieur. Il y a l'ancien responsable des relations extérieures du MNLA, Mahmoud, un ancien ministre, qui a dit clairement que c'est la France qui les a instrumentalisés pour déclencher la guerre de 2012. Il l'a dit. La population doit s'en prendre à nous les politiques, et non pas la société civile, non aux Dogon, non aux peuples, mais aux politiques. Et particulièrement à ceux qui ont la responsabilité à un moment donné de l'histoire de diriger le Mali. C'est eux les responsables, ce n'est pas les Maliens, ce n'est pas le peuple malien. L'opération Serval a chassé ici les terroristes avec 4 avions, 2 venus du Tchad, 2 venus de France. Dans les années 80, le Mali avait plus de 30, sinon 40 avions comme ça. Aucun pays de la sous-région n'en avait un, si ce n'est le Nigeria. Où sont-ils partis? Il faut demander des comptes aux dirigeants. On a plus de 40. On avait les meilleurs pilotes de chasse, des milliers de chars d'assaut, les orques de Saline, des millions. C'est parti où? C'est pourquoi je dis que notre armée a été trahie, notre peuple a été trahi, et c'est ce que nous payons aujourd'hui. Tous les peuples qui ont été trahis par les dirigeants, ils ont payé. Et la seule façon de nous redresser, c'est que notre peuple se lève pour exiger la vérité et la bonne gouvernance. On n'incite pas à des coups d'État, on n'incite pas à ceci, mais on ne peut pas continuer à accepter ce qui se fait aujourd'hui. On fête, on distribue des médailles, on fait des cérémonies, des cérémoniales, les gens continuent de mourir. Moi j'ai des parents qui sont venus du nord, on parle du centre, mais au nord il n'y a plus d'État. Il n'y a plus d'État au nord. Les populations sont obligées de payer des taxes, des impôts, on vole leur bétail. Si tu protestes, on te tue. Il y a des mères qu'on prend, on les tue. Il n'y a rien. Ceux qui officiaient pendant l'occupation, les chefs des tribunaux islamiques, c'est eux qui officient aujourd'hui. Ils font des scènes de jugement. Ils tranchent, ils ont des prisons. Tout ça, ça se fait. Les préfets sont dans leur bureau, les gouverneurs le savent. Mais on les invite à Bamako, ils viennent à la télé autour du ministre, on les montre, on tient des bons discours, chacun retourne chez lui, il rentre dans son bureau. À Kidal, le gouverneur, le drapeau du Mali est interdit sur son bureau. C'est interdit, sa sécurité est assurée, interdit que ce soit des Maliens qui l'assurent. C'est les gens des mouvements armés qui assurent sa sécurité. Il est là-bas cloîtré. Il n'a le nom de gouverneur que quand il vient à Bamako, il monte. Monsieur Bourgeot, plus que 3 minutes. Hein, ah pour, bon oui, 3 minutes pour nous dire que faut-il vraiment pour sauver le Mali. Que faut-il faire pour sauver le Mali selon vous? Vous avez 3 minutes. 3 minutes. Bon, alors donc je vais être très synthétique. Je pense qu'on ne peut pas sauver le Mali si il n'y a pas possibilité de créer un grand mouvement populaire avec la société civile, avec les partis politiques et avec les religieux. C'est pas une utopie. Hein. J'insiste sur le fait de dire ça ne relève pas de l'utopie. Il y a possibilité de fédérer sur quelque chose, sur un objet bien concret. L'objet bien concret, c'est quoi? C'est le contenu des accords de paix. Ce contenu des accords de paix n'est pas du tout approprié par le peuple malien, du tout, ni par la classe politique, ni par personne, sauf par certains signataires. Donc, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de créer ce grand mouvement populaire? Et là, je fais référence avec une petite pique contre le dialogue national inclusif, qui est une initiative institutionnelle, mais qui écarte la participation du peuple. Donc si, effectivement, il y avait possibilité de créer un grand mouvement pacifiste, j'insiste là-dessus, pacifiste, et si ce grand mouvement pacifiste serait réprimé par des forces, là, il y aurait autre chose. Je ne pense pas que dans ces circonstances un peu imaginaires et utopiques, que l'armée interviendrait en tant que force de police. Je peux me tromper, mais je pense pas. D'accord. Beaucoup, monsieur. Aujourd'hui, à Kidal, à Gao, à Tombouctou, à Mopti, à Bamako, à Ségou, à Sikasso, à Kaï, Mouro Boara Kafoko, Mimbeka Djamana, Massoama, des milliers de personnes. Abena Yelema Bedouala. Parce que Mogo Mimbeka Mali Djagwa, Katasira Dofé, ils ont peur des peuples.
ils n'ont pas peur des gouvernements. La communauté internationale a peur des peuples. Ils n'ont pas peur des gouvernements. Ni Malion Boraka Tchaya. France depuis on a France population Benafon. Malion pour mettre la fin si c'est au Bécan Neni, Mundekera. En ce moment, Benafoui. Bafo Dia, Anga gouvernement de Baramina, Ania Bemi Fayo Tekele. Malion Fena Banafo, we worry Mindo Sadasuka Kola, Ja worry Mado Sadasuka Kola. Hali no kera, now we tell we, Anga Tianfo no. C'est-à-dire, Mimbeka Kere. Utiseka nani jamana here jamana ko parce que France responsable yere ou be minke ani ou be min fuka jamana yere la ani min fu Mali yere la utikele gata kuma fe ka kidal mini barkande yu gen ka kidal ta ka segise mama Malien do dungo go France te qui en fala contre la minu ba fo uta famu de beka ke France population te parce que ba de sodas minu saraya u ballon nyana kuna na Mali de demi ballon tado ku yudo jedo la mi tenye fo uye atanya fo France population o de kama ko Malien ka wuliki jo ni Malien chayara 1 million de Maliens nous bora ka fo ko France beka mi ke Mali ku masama a bodro kinga nyai ka chaya parce que besira peuple de ni peuple bora ka chaya pacifiquement hali chefa au kanakari ama ya Algérie ça fait plus de 6 mois est-ce que vous avez fait tiens oui